vous comprenez. Donc, bienvenue à tous pour ce 31e Meetup qui est pour la deuxième fois en version numérique. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet hyper intéressant et qui est très fondamental et qu'on espère que tout le monde va maîtriser sur le bout des doigts à la sortie parce que ça va aider vraiment tout le monde à avancer dans leur projet. Avant de commencer, et pour laisser le temps à tout le monde de nous rejoindre, je vous rappelle naturellement que les meet-up sont organisés et proposés par la French Tech Strasbourg Communauté. Mais qu'est-ce que c'est que la French Tech Strasbourg déjà? Mince, on a oublié. Eh bien, je vous rappelle naturellement, c'est la communauté de tous les start-upers et start-upeuses de Strasbourg et environ, parce qu'on n'est pas comme ça. C'est donc une communauté qui rassemble les entrepreneurs de l'innovation, du numérique, de tout ce qu'on met nos startups, qui organisent plein de choses, notamment des meet-ups comme ce soir, là maintenant tout de suite, mais également des Demo Nights pour présenter de nouvelles startups et qu'est-ce qui se fait de nouveau dans l'écosystème. Des dîners aussi entre start-upers pour partager un peu leurs bons plans, leurs galères et s'aider les uns les autres, vu que le but de créer une communauté, c'est naturellement de créer de l'entraide et que les gens partagent et que les gens grandissent ensemble. Ils échangent également sur une mailing list. Je peux partir quand je veux. Oui. Ils échangent également sur une mailing list, mais également d'autres projets qui sont en train de voir le jour, notamment un podcast pour ceux qui suivent l'actualité. On a déjà 4 épisodes du podcast Bretzel Connect qui sont sortis. Alors, j'espère que vous les avez déjà tous écoutés. On a un premier épisode sur le Startup Weekend, un deuxième épisode sur le parcours d'étudiants entrepreneurs, un troisième épisode également disponible sur comment passer de homme orchestre à chef d'orchestre, et puis enfin un nouvel épisode qui est sorti, je crois que c'était hier, enfin, genre tout récemment là, qui est sur l'innovation, la deep innovation dans la santé. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça, c'est gratuit, c'est 100% strasbourgeois et fait par la communauté, par les membres de la communauté, et donc c'est vraiment cool, allez-y. Et puis il y a d'autres projets dans les tuyaux, notamment un service de mentoring pour les startups, mais bon, avec la situation actuelle, les choses ont pris un peu de retard parce que c'est compliqué. Et ça, vous le savez déjà tous. Également, derrière la French Tech Strasbourg, enfin derrière, en tout cas en support, sur la French Tech Strasbourg, il y a aussi Alsace Digital qui fait plein de choses, qui notamment était à l'origine de la communauté Strasbourg Startup, qui est devenue la partie numérique de French Tech Strasbourg. Ça va être une longue histoire, mais qui fait également plein d'autres choses, comme organiser les Startup Weekends, organiser les Hacking Industry Camp, organiser la communauté des hackers, les HackXXB, également, même en période de confinement, le hackathon Atom, en collaboration avec les voisins de l'autre côté de la frontière allemande, mais également encore plein d'autres choses. Je me suis pris des notes. Alors, les Global Game Jam, la Edgefest, la fête des communautés numériques en Alsace, qui fait aussi des cours de code pour les plus jeunes, le Play to Code, mais également qui anime un espace de coworking, la plage. Donc voilà, tout ça, ça vient aussi de AD, qui anime les communautés numériques en Alsace. Je vous en ai parlé juste avant. C'est vrai que je me suis auto-spoilé ma propre présentation, mais donc Bretzel Connect, n'hésitez pas à aller sur Ocha pour les trouver. C'est pas très compliqué et c'est cool. Je ne vais pas vous refaire le pitch une deuxième fois. Et j'en viens assez directement parce que du coup, en cette période confinement, déconfinement, on ne sait pas trop, c'est compliqué d'organiser des événements, donc il y en a un peu moins dans la liste. Et ça va reprendre incessamment sous peu ou sous d'autres formes, vu qu'on sait se réinventer encore et qu'on est là pour continuer à faire avancer l'écosystème tous ensemble. Le thème du jour, très intéressant. Alors en fait, au dernier meet-up, pour ceux qui étaient là parmi nous, qui discutaient de comment est-ce qu'on rebondit pendant la période de confinement quand tout son domaine d'activité s'est effondré, par exemple quand on est dans le tourisme ou dans les bars. La discussion a dévié avec les questions des participants sur comment est-ce qu'on faisait du marketing en numérique, et notamment on a commencé à parler d'utiliser LinkedIn, d'utiliser de l'automation, et en fait on s'est rendu compte à travers ces questions qu'il y avait en fait peut-être des fondamentaux qu'on négligeait de revoir de manière un peu plus fréquente, et donc on s'est dit qu'on allait quitter un peu les sujets de développement un peu trop avancés dans l'histoire d'une startup pour aller revenir sur des fondamentaux, des choses qu'on met en place très vite, très tôt,
On peut les mettre plus tard, mais plus tôt on les met en place, mieux c'est. Et notamment les outils de tag donc comme Google Tag Manager et d'analytics comme Google Analytics qui vont permettre d'optimiser son site web. Pour présenter ce sujet qui est vraiment fondamental et qu'il faut maîtriser, hein, vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, ce sera fait demain. C'est la promesse de ce soir, parce qu'on va tout vous donner les clés pour pouvoir le faire. J'ai le plaisir d'accueillir Jules Lagadic. Ouh, tonnerre d'applaudissements! C'est dans une salle. Jules Lagadic, que vous connaissez tous, qui est le CEO de Schlookmap, qui est également un gros hacker dans l'écosystème, qui est déjà passé par pas mal de sociétés et qui a aidé beaucoup de gens et qui est même aussi passé par Semia, où il a aussi donné du conseil là-bas. Enfin, voilà. Donc, il est déjà passé, approché beaucoup de startups et qui a une belle expérience et qui va nous expliquer un peu les fondamentaux. Et puis, pour mettre en lumière tout le concret que va nous donner la théorie que va donner Jules, on va aller aussi dans l'expérience concrète, le retour d'expérience de Guillaume Nominé, le CEO d'Atolia. Atolia, qui est la plateforme de travail à distance. Bravo, et qui vous permettent de travailler notamment en télétravail quand tout le monde se retrouve confiné. D'un coup, le nombre de gens sur Atolia fait x 1000. Boum, et c'est trop cool. Je ne sais pas le multiplicateur, mais il doit être beau. Et donc, il va nous expliquer comment ces outils-là l'ont aidé. Et pour commencer tout de suite, je vais donner la parole à notre ami Jules en rendant le partage d'écran. Et je fais ça en cliquant sur arrêter la présentation. Jules, à vous les studios. C'est bon, me voir. Salut tout le monde. Merci Rémi pour cette belle introduction. Je n'ai pas de masque moi, mais je reste à distance quand même. C'est mal. C'est vrai que l'idée de ce meetup, suite au dernier qui était plus inspirant, on va dire, qui était sur comment réagir en temps de crise, on a souhaité faire un meetup un petit peu plus technique. Alors, on va voir un peu des choses très concrètes. On mettra un peu même les mains dans le code. Alors, rassurez-vous, c'est niveau débutant. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de vous donner les clés pour avancer. Et je vais donc tout de suite commencer en vous partageant mon écran. Hop, hop, hop. C'est bon, on voit? On y est, c'est bon, parfait. Et voilà. Donc, comme je disais, et comme Rémi me présentait, je suis le CEO de Schlookmap, l'application de référence des bars et des happy hours, et qui je suis pour vous parler de Google Tag Manager et de Google Analytics, ces sombres outils méconnus ou en tout cas mal utilisés. Comme le disait Rémi, je suis passé par quelques startups de l'écosystème, dont Epopia de Rémi et dont Atolia de Guillaume, mais également quelques autres entreprises du secteur. Et un des points qui revient constamment, c'est en fait, OK, c'est bien le marketing, c'est bien de faire des campagnes d'acquisition, c'est bien de faire des actions en ligne, de vendre sur Internet, mais concrètement, comment est-ce qu'on maîtrise ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on a un retour? Comment est-ce qu'on a un retour sur investissement aussi? Et donc, finalement, comment on mesure les choses? Parce que contrairement à quand on vend dans la réalité, quand on fait du sales, quand on a un magasin, ben, on a des retours directs, on voit ce qui se passe, on peut facilement mesurer. Sur Internet, c'est beaucoup plus compliqué de mesurer ce qui se passe précisément. Alors, justement, à quoi ça sert des métriques? Beaucoup de gens connaissent Google Analytics, mais l'utilisent de façon assez simpliste. C'est-à-dire que ça, c'est la vue classique de Google Analytics que tout le monde connaît. Hein. Donc, sur notre période, on va avoir des utilisateurs, des sessions, des pages vues, un taux de rebond. Ces termes un peu barbares, le but, c'est pas de rentrer aujourd'hui dans les termes, parce que justement, le problème avec ces termes-là, c'est que pour peu d'entreprises, finalement, c'est utile. Aujourd'hui, vous pouvez facilement mesurer des sessions des utilisateurs, du taux de rebond, mais ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Surtout, ce n'est pas lié à votre business et ça ne fera pas directement monter votre business. À part à la limite si vous êtes un média ou un blog. Mais pour la plupart des entreprises, il n'y a pas là en fait à ce niveau-là la métrique de dollars quoi. Et comment vous gagnez de l'argent grâce à ça. Alors qu'en fait, Google Analytics est un outil très puissant qui permet d'avoir ces données. Par exemple, sur cette vue-là, qui est toujours une vue de Google Analytics, vous voyez canal d'acquisition par canal d'acquisition, les différences. Donc, en l'occurrence, sur cet exemple-là, vous voyez que Organic Search, donc les résultats, le référencement naturel, rapporte énormément de visites, mais finalement à peu près autant d'argent, de chiffre d'affaires, la dernière colonne ici, que l'email qui pourtant rapporte très peu.
Donc, on peut dire qu'il vaudrait mieux investir sur de l'email que sur de l'organic search. Mais pour avoir ces métriques-là, eh ben, ça demande un petit peu de configuration. Vous allez pouvoir pousser des choses vraiment plus loin. Ça, c'est des funnels de conversion, donc des entonnoirs de conversion que vous pouvez avoir sur Google Analytics. Ce sont des choses qui vous permettent de comprendre vraiment le comportement précis de vos utilisateurs et du coup d'améliorer. C'est un peu évident ici qu'on a une chute, un nombre d'abandons trop important sur le panier et sur le paiement. Donc, ça va vous permettre réellement de prendre des mesures et d'avoir des actions qui ont un impact concret sur votre business demain. C'est en ça que des bons outils d'analytics sont très importants. En gros, bonne métriques égale bonne décision. Et quand on est un chef d'entreprise, quand on a une startup, prendre des bonnes décisions et surtout prendre rapidement des bonnes décisions, c'est essentiel. Pour ça, vous devez avoir des bons outils qui vous donnent les bonnes analyses. Alors, des outils d'analytics, il en existe plusieurs. On peut citer Mixpanel, Kissmetrics, Amplitude, qui fonctionnent très très bien en ce moment, mais qui sont souvent très gros, très complexes à installer et qui coûtent un bras. Les outils, je ne sais pas si on prend un exemple comme Amplitude, alors il y a une version gratuite, mais ensuite on parle très vite de 10 à 20 000 $ par an, les licences de ces outils-là. Et il en existe un assez connu finalement, ou en tout cas de nom très connu, qui est Google Analytics. Il est gratuit. Google Analytics, comme vous l'avez vu, il est bien parce qu'il permet d'aller loin, mais pour ça, en fait, il est complexe et il demande à être intégré. Et pour l'intégrer facilement, je ne sais pas si vous avez déjà eu intégré Google Analytics, mais souvent, ça demande un peu de choses techniques. Et donc, pour outrepasser ça, il y a une solution qui s'appelle Google Tag Manager. Google Tag Manager, c'est un gestionnaire de balises. En fait, Google Tag Manager, vous allez installer Google Tag Manager plutôt que Google Analytics sur votre site. Et ensuite, en fait, dans Google Tag Manager, vous allez pouvoir gérer plusieurs scripts, comme Google Analytics, mais aussi des Facebook Pixel, Google Ads, ou en fait, n'importe quel autre système, Jar, ou d'autres scripts de votre choix. Pourquoi c'est très bien? Parce que, comme vous allez le voir, ça vous permet de vous passer en fait de l'aller-retour qu'il y a entre les développeurs et les équipes marketing. Parce qu'une chose que j'ai pas dite, c'est qu'en arrivant chez Epopia ou Atolia, c'est qu'il y a le schéma un peu classique que Rémi connaît bien, qui est d'un côté il y a une équipe marketing et de l'autre côté une équipe de développeurs, et souvent au milieu il y a personne. Et donc en fait le marketing a besoin de données, les développeurs disent ouais mais c'est pas notre problème. Et le marketing donne des scripts à intégrer, des scripts obscurs et un peu bizarres à intégrer à des développeurs qui ne comprennent pas la finalité. Résultat, il y a beaucoup de friction. Google Tag Manager vous permet de réduire ces frictions et donc de reprendre la main tout en faisant gagner du temps à votre équipe de développeurs et tout en donnant la main à l'équipe marketing pour mesurer ce qui se passe sur votre site. Donc, c'est pour ça que c'est un très bon outil. En résumé, en fait, Google Tag Manager, c'est vraiment un outil pour les gouverner tous. Et si vous maîtrisez la puissance de Google Tag Manager, vous maîtrisez vraiment beaucoup d'outils et vous pouvez automatiser beaucoup de choses en une, en fait. Donc, c'est vraiment un outil très puissant. Le but aujourd'hui, c'est pas de vous donner toute la connaissance, c'est des outils assez complexes qui ont des documentations assez importantes, c'est de vous donner un premier aperçu, et surtout, comme je vous ai dit, c'est pas de vous embêter avec des choses techniques et de rentrer dans les détails en fait techniques de ces outils, c'est plutôt de vous donner un aperçu de ce qu'il est possible de faire et de vous donner les premières bases pour après aller chercher un petit peu plus loin. J'en profite avant de passer du coup à la démo, parce que c'est un peu le format démo ce soir, pour dire que vous pouvez bien sûr prendre la parole ou mettre des commentaires en live. On fera une session questions-réponses à la fin, mais je regarde les commentaires aussi pour du coup, n'hésitez pas à prendre la parole ou à avoir des commentaires sur les choses concrètes. Voilà. Je vois d'ailleurs Johan qui poste déjà une offre de recrutement, donc n'hésitez pas à poster vos offres ou vos questions. Je passe pour ça à la démo. J'ai créé un petit site de démo. Toute ressemblance avec un des produits de ce soir est purement fortuite. Puisque Atolia viendra nous parler après de comment il est intégré, j'ai créé pour les besoins de la démo Tatulia. C'est un produit purement fictif, un réseau social en ligne. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment intégrer aujourd'hui, en fait. Alors, attendez, parce que je prends juste. Voilà. On va être en live, hein, on va faire vraiment de la démo. Et donc, le but, ça va être d'intégrer à la fois un Google Tag Manager sur ce site, mais aussi Google Analytics, comme je le disais.
aimer l'intérêt en fait réel, c'est de mesurer derrière les clics qu'il va y avoir sur ces boutons et d'avoir un taux de conversion à la fin, par exemple. On voit toujours mon écran? C'est bon? Ok, je vois que vous faites fuir de la tête, ça devrait aller. Donc, la première chose, on va en effet sur Google Analytics. Quand vous arrivez sur Google Analytics, vous avez une vue. On va d'abord créer du coup un compte. Normalement, en fait, quand vous arrivez sur Google Analytics et que vous n'avez rien du tout, vous arrivez sur cette vue-là. Créer un compte. Donc, je vais créer un compte qui s'appelle le nom de mon entreprise. Déjà, Tatoulia, voilà. On peut partager éventuellement des options avec Google. Alors, c'est vrai que je n'ai pas précisé, ces outils sont évidemment gratuits. Ce n'est pas payant. Alors, je vous vois dire, oui, mais quand un outil est gratuit, c'est toi le produit, évidemment. C'est Google, on ne va pas se mentir. Bien sûr que derrière, ça leur permet d'améliorer leurs algorithmes. Vous allez voir qu'en fait, pourquoi? Le business model de Google, c'est sur la publicité, donc c'est sur les données. Ces données, c'est très clair, en fait, elles ne sont pas utilisées de façon nominative par Google, mais elles vous permettent en fait de mieux utiliser Google Ads. Le but de ces outils, c'est qu'en fait, derrière, vous soyez connecté à Google Ads. C'est la même chose pour un Facebook Pixel, si vous connaissez, ou Facebook Analytics, pour en fait utiliser Facebook Ads derrière. Bien entendu que Facebook gagne son argent avec les publicités. Pour mesurer et améliorer la publicité, il faut de l'analytics. C'est pour ça que ces outils sont gratuits. Comme je vous disais, d'ailleurs, peu de personnes savent qu'en fait, il y a une version premium à Google Analytics dont les prix démarrent à 10 000 $ l'année si vous avez besoin de plus de privacy. Donc clairement, c'est quelque chose qui aujourd'hui est un peu contraignant, mais en plus, on verra à la fin avec Atolia que justement les outils de tracker permettent de gérer de la privacy, notamment, puisqu'Atolia a cette problématique. Je continue, je referme cette parenthèse. Donc on fait suivant, on peut mesurer aussi des apps, il faut le savoir, avec Google Analytics, mais aujourd'hui on va se concentrer sur du web, je fais suivant, et ensuite je vais du coup créer ma propriété, donc je remets le nom de mon site web, cette fois c'est le nom de mon site web, donc mon site web, eh ben, aujourd'hui il a une URL qui est tatoulia.dev. On peut éventuellement mettre une catégorie sectorielle, ça n'a peu d'intérêt, mais bon, on va dire que c'est une catégorie en ligne. Le fuseau horaire, c'est plus important pour les outils, et donc on va créer tout simplement notre compte. Il faut accepter, comme je vous disais, la RGPD, parce qu'en plus, oui, Google est RGPD compliant quand même, il ne faut pas l'oublier. Hop, et on se retrouve ici. Ça charge. Avec notre fameux script que normalement vous avez déjà vu si vous avez déjà intégré Google Analytics. Sauf que ce script, je vous ai bien dit, on ne va pas l'intégrer directement, ce serait bête. Pourquoi? Parce que s'il faut intégrer et Google Analytics, et Hotjar, et Facebook Ads, et Google Ads, eh ben, ça va être embêtant. Donc nous, on va, en fait, pour l'instant, laisser ça de côté. On a créé, ça c'est bien, mais on va en fait maintenant aller sur Tag Manager. Tag Manager, donc tagmanager.google.com. Au début, vous arrivez, il n'y a pas grand-chose. On va également créer un compte Google Tag Manager. Donc pour ça, je donne toujours le nom de mon site, Tatoulia. Je suis en France. Là, ici, vous pouvez en l'occurrence choisir de ne pas partager les données avec des tiers, donc c'est plutôt pratique. Je crée un conteneur, c'est-à-dire en fait mon site, hein, très concrètement. Donc aujourd'hui, c'est tatoulia.dev. Toujours pareil, on peut mesurer aussi des applications mobiles, mais ici, on va mesurer uniquement du web. Je crée ça. Toujours pareil, RGPD compliant, on doit forcément accepter les conditions d'utilisation. Alors, là, on va rentrer dans le côté un petit peu plus technique d'installation. On nous donne un code à installer. À un moment, il faut bien quand même rentrer et modifier son site. Donc, ceux qui n'ont jamais vu d'HTML, c'est pas grave, c'est pas bien compliqué, ça ne fait pas de mal. Et puis, pour les autres, ça paraîtra simple. Il faut donc simplement copier cette balise, comme c'est marqué, le plus haut possible dans la section Aide de la page. Donc, j'ouvre à ce moment-là le code source de mon site. Donc ça, c'est mon site, comme vous voyez, hein, Tatoulia, on retrouve les éléments, c'est de l'HTML tout basique, c'est une page, tout ce qu'il y a de plus simple. On a ici notre balise Aide, et donc je colle simplement le code au début de la balise Aide. Et il faut également coller ce code-là immédiatement après la balise d'ouverture de body. Donc c'est simplement des copier-coller. Ma balise body, elle est ici, et vous le mettez là. J'en profite pour dire que
Si vous ne savez pas faire d'HTML ou que vous n'avez pas la main dessus, évidemment, n'importe quel développeur freelance ou de votre équipe pourra le faire. La plupart des sites type Wix ou CMS proposent des plugins ou des choses qui vous permettent de faire ça simplement et sans coder. C'est le seul moment où on va coder en fait ce soir, donc c'est pas compliqué, c'est 2 copier-coller. Mais sachez que voilà, c'est quelque chose de très basique pour n'importe quel développeur et qu'il existe des plugins ou des outils. Ensuite, c'est bon, on est là. Et donc, on se retrouve avec Google Tag Manager. Alors, il faut bien comprendre les principes de Google Tag Manager. En fait, il y a trois concepts importants à comprendre qui sont ici. Google Tag Manager, vous allez pouvoir intégrer des balises. La balise, ce sera par exemple Google Analytics. Ces balises vont devoir se déclencher à certains moments, des déclencheurs. Par exemple, lorsqu'une page est vue ou lorsqu'on fait un clic. Et il y aura des variables. Des variables, c'est par exemple justement notre fameux identifiant de suivi ou bien un identifiant Facebook Pixel, par exemple. Vous pouvez avoir autant de variables que vous voulez. Les variables, c'est ce qui permet en fait de communiquer, c'est ce qui permet à votre site de communiquer avec Google Tag Manager, mais aussi à Google Tag Manager de communiquer avec votre site. Donc, on va tout de suite aller voir dans les variables, d'ailleurs. Les variables. Alors, je peux rentrer d'ailleurs, je vais reprendre le truc, hein, les balises. Donc, pour le moment, aujourd'hui, forcément, il n'y a aucune balise. C'est ce que je vous disais, on va en ajouter une tout à l'heure. Les déclencheurs, il n'y a pas non plus de déclencheur pour l'instant, hein, c'est vide. Et les variables, vous allez voir, il y a des variables déjà intégrées. Pourquoi? Parce que, par exemple, l'URL est une variable, okay, l'URL de votre page, tout simplement. Il y a d'autres variables intégrées, on y reviendra plus tard. Mais vous pouvez aussi ajouter, vous, des variables spécifiques. Donc, quand on crée une variable, vous allez voir qu'il y a des variables préexistantes. Vous pouvez avoir des choses comme simplement des chaînes de caractères, comme des cookies, comme des constantes, par exemple. Et vous voyez qu'ici, il y a un paramètre Google Analytics. Donc ça, c'est très intéressant, puisque c'est ce que nous voulons faire, ajouter un paramètre Google Analytics. Et donc ici, il me demande, vous l'avez vu, l'identifiant de suivi. Ça tombe bien, c'est la chose que j'ai créée juste avant. Donc j'ai juste à copier-coller mon identifiant de suivi et à le mettre là-dedans. Ici, je vais créer, du coup, je dois donner un nom à ma variable, Google Analytics. Je mets variable, vous verrez après pourquoi. Il faut être bien structuré dans la nomenclature. C'est comme quand on dev ou comme dans beaucoup d'outils, il faut avoir une nomenclature, il faut respecter une certaine nomenclature, celle-là est libre. Moi, à chaque fois, en général, je prends le nom de l'outil et puis derrière, quelque chose qui me permet d'identifier. Il y a également des paramètres derrière. Je ne vais pas rentrer dans les paramètres, mais pour ceux qui sont un petit peu avancés, notamment en termes d'e-commerce, de remarketing, vous avez énormément de choses et vous pouvez accéder à toutes les options de Google Analytics ici. Voilà, donc j'ai simplement ici mis mon identifiant de suivi, je laisse les domaines automatiques et j'enregistre. J'ai donc ici ma variable que je viens d'ajouter, Google Analytics. Maintenant que j'ai ma variable, en fait, ma variable, vous avez vu, c'est simplement l'identifiant de suivi. Ce n'est pas en soi la balise. Pour ça, il faut donc que je rajoute une balise. Du coup, je vais ajouter une nouvelle balise. Cette balise, comme je le disais, elle doit d'abord être configurée et ensuite déclenchée. En l'occurrence, Google Analytics, il faut bien qu'on dise que c'est une variable, que c'est une balise Google Analytics qui est déclenchée à chaque page vue. Donc, j'ajoute une balise qui est Google Analytics. Voilà. Je peux choisir ce que je veux suivre. Donc, on a dit en l'occurrence les pages vues, la chose la plus basique. Et ici, vous voyez que je dois sélectionner une variable paramètre. Et donc, on retrouve la variable qu'on vient de créer. Ça tombe bien. Sinon, on aurait pu directement créer une nouvelle variable ici. J'ai également des paramètres avancés, mais pour l'instant, ça ne nous concerne pas. Et ensuite, il faut bien la déclencher. Le déclencheur, ça tombe bien. Google Tag Manager est assez intelligent pour nous proposer deux bases de déclencher sur, en fait, toutes les pages et toutes les pages vues. En gros, à chaque page, à chaque chargement de page, eh bien, cette balise sera déclenchée. Donc, j'ai bien mon identifiant de suivi qui est déclenché dans Google Analytics à toutes les pages vues. Cette balise, je lui donne donc un nom, Google Analytics, page vue. Vous pouvez nommer en anglais, en français, il n'y a pas évidemment d'importance. Et j'enregistre ça.
Je vous ai d'ailleurs pas parlé des dossiers des modèles. Personne ne me fait la remarque de dossiers modèles. Pour le moment, je n'en viens pas. Les dossiers servent simplement à vous organiser parce que vous pouvez vous retrouver avec des dizaines et des dizaines de balises et de déclencheurs. Donc ça, c'est simplement en fait pour organiser vos données. Et les modèles, c'est tout récent. Je ne rentre pas dans le détail, c'est des galeries en fait de préconfiguration globale. Voilà. Si je reviens dans ma présentation, je vois ce qui se passe, c'est-à-dire en fait que j'ai un espace de travail qui a été modifié et je vois les modifications qui ont été apportées. J'ai donc ajouté ma variable et ma page vue. Ce qui va se passer, c'est que à ce moment-là, ce n'est pas en fait, ce sera pas ajouté sur le site. Pourquoi? Parce qu'il faut, en fait, c'est aussi pour ça que Google Tag Manager est très intéressant, c'est que vous pouvez travailler d'abord, faire des modifications, tester ces modifications, puis les mettre en production. Pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu comme Git, où on push des modifications. Donc les développeurs sont à l'aise normalement avec ce système qu'on appelle de versionning, puisque vous allez pouvoir gérer des versions de balises, donc faire des tests, bidouiller, sans qu'en fait votre site en production ne soit impacté. Donc pour ça, en fait, il faut simplement envoyer un moment, donc cliquer sur envoyer pour publier les modifications, et on donne un nom à la version. Donc c'est vraiment comme un système de versionning type Git. Hein. Et donc je vais mettre par exemple ajout de Google Analytics. Voilà, je clique simplement, donc là on voit que ça va bien ajouter mes modifications. Je clique simplement sur publier, il y a toujours une jolie petite phrase mignonne. Voilà. Et donc là on voit que ça a ajouté une balise avec une variable. Si maintenant je recharge donc ma page, qui a été, je le rappelle, modifiée avec les éléments de Google Tag Manager et pas Google Analytics, mais que je vais sur Google Analytics, j'ai bien un utilisateur actif actuellement. Aux preuves, si je vais dans le temps réel, c'est ce qui va nous être utile. Je vois Rémi qui applaudit. Et ouais, ça marche. Eh bien, j'ai bien un utilisateur en temps réel sur le site. OK? Donc, grâce à Google Tag Manager, j'ai ajouté Google Analytics. Alors, il est temps un petit peu de vous expliquer, en tout cas de survoler rapidement. Hein. On ne va pas rentrer dans les méandres de Google Analytics. Il y a bien assez de documentation qui est très bien faite. Je vous donnerai un petit peu de documentation. Le but, ce n'est pas de rentrer dans les détails. Nous, ici, on va travailler principalement ce soir sur le temps réel. Pourquoi? Parce que, comme tout outil d'analytics, il faut un certain temps entre l'acquisition des données et le fait qu'il y ait la moulinette qui passe, entre guillemets, et qui vous processe ces données. Néanmoins, je peux rapidement vous faire un petit survol. Audience, ça va vous permettre de connaître les statistiques sur qui sont vos utilisateurs. Des données démographiques, des données d'intérêt, comment ils naviguent, qui sont-ils en fait. L'acquisition, ça va vraiment être d'où viennent-ils. Sur quels mots-clés ils ont cliqué, quelle campagne ça les a amenés sur le site. Et surtout, en fait, c'est ce qui va vous permettre de savoir les retours sur investissement de vos campagnes ou de vos différents canaux d'acquisition. Donc ça, c'est très intéressant. Le comportement, c'est qu'est-ce qu'ils font sur votre site. Donc on sait qui ils sont, on sait d'où ils sont venus, mais on ne sait pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font, donc c'est combien de temps ils passent sur le site, quelle page ils consultent et quel est leur comportement. Voilà. Et enfin, le truc qui nous intéresse le plus quand on a un business et qu'on veut rentrer du cash, c'est les conversions, évidemment. Tout site doit avoir une conversion, d'accord? Et en fait, c'est cette partie-là qui est minimisée aujourd'hui dans Analytics et qui n'est pas configurée par défaut. D'ailleurs, si je vais dans Objectifs, un site, il a forcément un objectif. Hein. Et bien, en fait, il faut définir des objectifs. Et c'est cette partie-là qu'on oublie et qu'on va voir tout de suite sur comment définir un premier objectif. Je fais une toute petite parenthèse qui est, si vous faites du e-commerce spécifiquement, je pense par exemple à Epopia où nous avions intégré le e-commerce. C'est un tout petit peu différent de ce qu'on va voir. Je le traiterai très rapidement. Si vous vendez en fait des choses avec vraiment un panier, un process de paiement, un produit en ligne, vous pouvez mettre en place des choses de e-commerce spécifiques. Je pense notamment après pour faire du remarketing via Google Merchant Center, pour ceux qui connaissent, et des choses comme ça. Donc c'est un petit peu plus spécifique, mais on va avoir aussi des objectifs basiques qui conviendront néanmoins à la plupart des business. Donc, je reviens sur notre site. Donc l'objectif serait ici assez évident, qui est traquer le nombre d'inscriptions. Puisque grâce à la balise Google Analytics que nous venons d'installer via Google Tag Manager, nous savons le nombre de pages vues, les sessions, etc., etc. C'est sympa, mais en fait, on s'en fout de savoir combien de temps les gens passent sur ce site. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils cliquent et qu'ils s'inscrivent. Ce serait normal, d'ailleurs, qu'ils passent
pas 5 minutes sur cette page-là, quoi. Donc, nous, on veut savoir pas le temps passé, pas le temps de rebond, mais le nombre de clics. Et ça, aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de le savoir en intégrant basiquement Google Analytics. C'est ce que je vais donc vous montrer en revenant sur Google Tag Manager. Je reviens dans mon espace de travail, parce que vous avez vu en haut, il y a le système de version maintenant, que vous comprenez, l'administration qui sert simplement à gérer vos conteneurs, à retrouver éventuellement le code. Et donc, nos espaces de travail sont ici. Donc, pour ça, il va falloir, on reprend l'idée, une balise de Google Analytics qui se déclenche au clic et récupérer notre variable Google Analytics toujours. Donc, je veux ajouter une balise. Voilà. Donc, on veut ajouter une balise, on est d'accord, qui est une balise toujours Google Analytics. Alors, cette fois, je peux aussi un peu rentrer dans le détail et vous montrer qu'en fait, il existe tout un tas d'autres balises. Je suis allé un petit peu vite avant, là, pour aller à l'essentiel. Mais en fait, il existe d'autres balises. Je vous parlais qu'on peut intégrer facilement Google Ads. Je n'ai pas parlé de Google Optimize, qui est l'outil d'A/B testing de Google, qui est aussi gratuit, qui est très puissant, et qui va du coup s'interpolariser avec à la fois Google Analytics et Google Tag Manager et même Google Ads. Donc c'est très très puissant, ça vous permet de faire des A/B tests en prenant en compte vos objectifs Google Analytics et de mesurer en fait quelle version d'une page fonctionne le mieux. Exemple, on pourrait avoir un A/B test entre des boutons verts et des boutons rouges, exemple très basique, ou bien changer la photo et voir qu'est-ce qui convertit le mieux. Mais en dessous, il y a également des scripts de partenaires. Vous allez peut-être voir Hotjar, que vous connaissez, voilà, ou LinkedIn Insight, qui est très utile si vous faites du B2B. Mais de toute façon, vous pouvez en fait intégrer n'importe quelle balise script basique, puisque vous pouvez mettre une balise HTML, n'importe laquelle. Donc, vous pouvez vraiment intégrer tout type de script aujourd'hui. Nous, j'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir aujourd'hui un événement Google Analytics, de mesurer le clic. Donc, on va ajouter Google Analytics, tant que ça charge. Voilà. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est plus ajouter une page vue, c'est ajouter un événement. Alors, pourquoi? Parce que pareil, je suis allé un petit peu vite. En fait, il faut savoir que dans l'analytics, tout n'est qu'événement. Ça, c'est la vérité absolue de l'analytics. Tout ce qui est envoyé, ce sont des événements. En fait, il faut savoir que quand vous envoyez une page vue, c'est un événement qui s'appelle page view derrière. Quand vous envoyez un événement, en fait, l'événement, vous pouvez lui donner un nom. Voilà. Et quand vous envoyez une transaction, c'est comme ça qu'on gère l'e-commerce, par exemple. Et ensuite, il y a d'autres choses qui sont un petit peu plus techniques. On ne rentrerait pas dans les détails, on va déjà se concentrer là-dessus. Donc, si je mets un événement, eh bien, vous voyez qu'il y a des paramètres d'événements qui apparaissent. Donc, on va par exemple envoyer, on doit donner une catégorie, une action, un libellé, éventuellement une valeur. C'est comme ça que sont construits les événements sur Google Analytics, ça change en fonction des choses, mais chez Google Analytics, c'est ça. Donc, nous, on va dire que la catégorie, ben, c'est un bouton, l'action, c'est s'inscrire, enfin, inscription. Voilà. Le libellé, en fait, moi, j'aimerais bien récupérer, savoir si c'est une inscription gratuite ou une inscription premium. Parce qu'en fait, ça va être deux types d'inscriptions. Donc, à le libellé, on va d'abord utiliser le premier champ. On va dire que c'est une inscription gratuite. Okay, à deux balises. Ici, on reprend notre variable Google Analytics. C'est la même variable qu'il y avait avant. Pourquoi? Parce que bien évidemment, c'est le même ID de suivi. Vous commencez à comprendre l'intérêt, c'est qu'en fait, en modifiant la variable aussi, on peut modifier tous les champs, toutes nos balises Google Analytics. Et donc, on va déclencher ça. Alors maintenant, on ne veut plus le déclencher sur toutes les pages vues, mais on va le déclencher. On doit donc ajouter un nouveau déclencheur. Alors là, je vous vois venir, ça devient un peu compliqué. Il y a plein de trucs qui s'ouvrent de partout. OK. Notre déclencheur, c'est normal. On va en fait créer un nouveau déclencheur. Bam, encore un truc qui s'ouvre. En fait, il existe différents types de déclencheurs. On a vu avant la page vue, justement, qui est le truc basique. Alors, il existe différentes. Ça, c'est pour les développeurs qui nous regardent. En fait, on peut même savoir si c'est le DOM qui est prêt à la fenêtre ou pas. Mais en fait, on peut avoir plein de déclencheurs, du genre des clics, du genre des envois de formulaires. On peut même savoir si une vidéo YouTube est lue ou si en fait l'utilisateur a défilé. Nous, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est des clics. On ne veut pas sur des liens, on veut sur n'importe quel élément. Donc, on veut avoir des clics. Okay, donc là, c'est le clic sur un événement. Hop, et ensuite,
je vais enregistrer, ah oui, il faut que je le nomme, donc je vais donner le terme de clic tout simplement, pour vous montrer. Alors, donc là, en fait, si j'envoie... Alors, attendez, je vais enlever ça, je suis allé un peu vite. Je vais enlever le libellé. Donc là, je dis que si jamais il y a un clic sur un élément, j'envoie le bouton inscription. Bon, ceux qui connaissent un petit peu verront qu'il y a déjà un problème. Donc là, je dois nommer la balise, je l'appelle Google Analytics bouton. Je ne mets pas sur page vue. En fait, ce qui va se passer avant d'envoyer, il y a un outil qui est très utile pour voir si ça fonctionne ou pas ce que je fais. Il y a un outil qui s'appelle prévisualiser. Si vous cliquez dessus ici, le temps que ça charge, en fait, là, vous êtes dans un aperçu d'espace de travail. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous allez sur votre site et que vous rechargez votre site, donc je ne vais pas changer d'URL, c'est complètement magique. En fait, une fenêtre apparaît sur votre site à vous qui vous permet de voir toutes les données de Google Tag Manager. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on va retrouver les éléments qu'il arrive à suivre et on va retrouver ce qu'on connaît, c'est-à-dire les variables et les balises, en fait, les tags. Donc ici, on voit qu'il y a bien nos deux balises qui ont été trigger, donc qui ont été activées sur notre site. La balise Google Analytics, qu'on peut suivre, et on voit également les variables. Si on prend les variables, on va retrouver les fameuses variables et on va retrouver notre balise Google Analytics variable. Okay, mais si vous voyez que si je clique, ça va faire des petits clics. Et donc, ce qui va se passer sur les clics, en fait, il y a autant de clics, forcément. Lui, on a dit, on va détecter tous les clics sur tous les éléments. Donc lui, en fait, à chaque fois que je clique, il voit quelque chose. Et du coup, il trigger le bouton. Bah, nous, c'est pas ce qu'on veut, parce qu'en fait, il faudrait détecter que quand on clique sur un bouton. OK? Évidemment. Donc, si je clique ici, ça marche, mais si je clique n'importe où, ça marche. Donc, c'est pas bon pour nous. Donc, je reviens dans Google Analytics. Alors, il faut savoir que du coup, là, ce que j'ai fait, puisque je suis en prévisualisation, ça n'est pas disponible pour les utilisateurs. OK? Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, ma balise, elle n'est pas tout à fait juste. Vous allez voir pourquoi. Ça charge. Pourquoi? Parce qu'en fait, le clic ici se fait sur... C'est marqué « clique tous les éléments ». Donc moi, je ne veux pas en fait que ça clique sur tous les éléments. Je veux que ça clique que sur certains clics. OK? Et ici, vous voyez qu'on va retrouver en fait nos histoires de variables. Alors vous allez me dire, c'est sympa, moi je veux certains clics, mais ça veut dire quoi les variables? En fait, il va falloir que ça clique que sur les boutons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je reprends mon petit code source. On ne va pas coder, on va juste regarder. Alors, vous voyez qu'ici, il y a nos deux boutons. Il y a inscription gratuite et inscription payante. Inscription premium, OK? Et que ces boutons, ils ont ce qu'on appelle un ID. Register free, register premium. OK? Le truc avec ça, c'est donc l'ID de la classe. Là, si vous ne savez pas, vous demandez à un développeur, toujours pareil. C'est qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est récupérer cet ID, OK, du bouton qui est cliqué, pour détecter un bouton sur ce clic ou sur ce clic. Donc, je reviens dans Google Tag Manager, et en fait, il faut que j'ajoute une nouvelle variable, qui est en fait une variable intégrée. Alors là, je rentre un petit peu dans les détails. On a plein de variables qui sont des variables préconfigurées dans Google Tag Manager. Et vous voyez qu'il y a plein de choses. Google est assez intelligent, il nous a mis les variables de clic au début. Et vous voyez qu'ici, on peut récupérer l'élément de clic, la classe ou l'ID du clic. Tiens, ou même l'URL ou le target. Donc, chaque élément, vous pouvez récupérer tout ce qui contient l'élément, qui est cliqué, qui est chargé, qui est vu, etc. Chaque élément peut être récupéré dans Google Tag Manager. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est, je dis, l'ID du clic. Donc, moi, je veux récupérer, en fait, je veux mon clic bouton gratuit. Okay, et donc, je dis que c'est un clic si l'ID, et donc là, pareil, il y a plein d'expressions que vous pouvez faire, est égal à register free. Okay, et on voit d'ailleurs la référence à ce bouton. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait notre Google Analytics bouton. Donc, si j'enregistre, hop, donc là, maintenant, je peux dire qu'en effet, c'est un bouton clic gratuit. Donc là, je peux donner que mon libellé. Alors, je vais même vous montrer un petit truc en plus, c'est qu'ici, vous pouvez intégrer des variables nouveaux. Donc, si je veux récupérer le titre, par exemple, le texte du bouton, parce que le bouton peut être amené à changer, je peux simplement ajouter une variable. Donc ici,
je veux ajouter une nouvelle variable intégrée qui s'appelle en fait click target. OK. Et donc, vous allez voir, si maintenant j'enregistre, ah, pardon, j'aurais dû changer le titre pour que ce soit plus clair. Clic, bouton gratuit. Il faut que j'actualise pour cette fois voir les modifications qui ont été faites. OK, je recharge. Vous voyez que si maintenant je clique quelque part, en fait, notre clic bouton gratuit, ben, évidemment, il n'est pas activé sur cet événement-là. Par contre, si maintenant je clique ici, hop, j'ai un nouveau clic, où, donc c'était celui-là, le 7, où il est bien activé. OK, pourquoi? Parce que dans la variable du clic, ici, en fait, j'ai cliqué un autre élément qui avait aucun ID, et ici, j'ai un élément qui a bien l'ID free. D'ailleurs, si je clique sur Premium, donc ça rajoute un élément, vous voyez que l'ID qu'on récupère, c'est bien Register Premium. Donc, évidemment, sur Register Premium, on ne déclenche pas l'événement bouton gratuit, et donc, sur gratuit, oui. Alors, je vais déjà regarder s'il y a des questions. On interpolarisé. Alors, interpolarisé de mémoire, c'était peut-être pas le bon terme, mais c'était sur Optimize, si je ne dis pas de bêtises, Geoffrey. C'est pour le fait qu'en fait, les trois, ils se connectent les uns aux autres automatiquement. Parce que Google Optimize se connecte à Google Analytics, il se connecte à Google Tag Manager, etc. Donc, c'est plus interconnecté, en effet. David Lichley, c'est de la physique quantique, et non, c'est juste du marketing. Et Geoffrey, le bouton peut être cliqué, pas cliqué, ou on ne sait pas. Alors, je ne sais pas trop la question, mais si tu veux discuter, on peut discuter. Voilà, donc maintenant, si je veux récupérer le clic du bouton Premium, eh ben, il me suffit de faire la même chose, c'est-à-dire d'ajouter Google Analytics bouton Premium, de configurer une balise qui est toujours un événement. C'est toujours bouton, c'est toujours le libellé, on va toujours prendre le click target, c'est-à-dire le titre du bouton, et la valeur, cette fois, on peut lui donner une valeur, vous allez voir l'intérêt. La valeur, en fait, c'est le prix de mon abonnement, on va mettre 7,99. Je sélectionne ma balise Google Analytics. Alors d'ailleurs, compter comme une interaction ou pas, c'est dans les détails de Google Analytics, je ne rentre pas trop dans les détails. D'ailleurs, il y a plein de paramètres avancés que je passe parce que le but, c'est de vous donner un aperçu. Et donc, cette fois, le déclencheur, on va nous ajouter un nouveau déclencheur qui s'appelle du coup, cette fois, clic bouton Premium. Vous avez compris le principe. C'est toujours un lien, sauf que cette fois, c'est que certains clics et l'ID est égal à, on a dit, Register Premium. Cette fois, je peux enregistrer. Et donc, si j'actualise, eh bien, on va avoir des clics sur le gratuit qui va trigger bouton gratuit et un clic sur le premium qui va trigger bouton premium. Okay, donc, cette fois, on peut suivre. Et donc, un clic, là, j'ai cliqué, ce qui trigger rien du tout. Donc, on peut analyser chaque clic et quelle personne clique sur quel bouton. Vous avez vu que je n'ai pas modifié le fichier HTML, d'ailleurs, avec tout ça. Je n'ai pas eu besoin de mon développeur pour faire tout ça. Je l'ai fait tranquille dans mon coin. Donc, il me suffit maintenant, puisqu'il ne faut pas oublier que là, je suis en mode aperçu. Donc, si je quitte le mode aperçu, oui, mes modifications sont conservées. Et je peux donc envoyer, puisqu'on se rappelle du pull. Donc là, j'ai fait beaucoup plus de modifications. Il y en a 6 en tout. Donc là, je fais ajout, événement, clic, bouton. Voilà, on voit ce que j'ai modifié.
mes balises, etc. Donc, si maintenant je reviens sur mon site, que je recharge, logiquement, la fenêtre disparaît, puisque maintenant je suis vraiment en mode production. Je vais cliquer sur les boutons, et si je vais dans le temps réel, donc, toujours bon, on est d'accord, mais si je vais dans les événements, je vois bien mes clics boutons. Et donc, vous voyez qu'ici, j'ai des clics boutons, donc si je peux en faire autant que je veux, hein. Vous allez me dire, ouais, mais comment on voit la différence entre les clics boutons? Il suffit simplement d'aller voir dans les événements. Je peux aller voir tous les événements d'inscription, ou plutôt de boutons d'ailleurs. Et donc ici, je vais avoir tous les événements. Donc là, j'ai cliqué 26 fois sur le bouton d'ailleurs. Et je vais avoir aussi, ici, il n'y a pas dans le temps réel, mais les valeurs, donc les 7,99. Donc je vais pouvoir comptabiliser en fait un chiffre d'affaires, si vous voulez, par canal. Alors là, je me rends compte qu'il n'y a pas le libellé d'ailleurs. Normalement, il y aurait dû avoir le libellé. J'ai dû faire une bourde quelque part. Pop, 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 pop. Parce qu'en fait, le libellé, vous voyez que normalement, on retrouve, c'est ce qu'on avait mis ici. C'est parce que ça doit, c'est pas click target en fait. J'ai fait une bourde ici. Personne ne me l'a dit. C'est qu'en fait, c'est click element, click text, voilà. C'est ça qu'il me faut en fait. C'est le texte, c'est pas le target. Alors oui, en effet, hein, ce genre de choses, bon bah il faut tester. Ça se détecte pas la première fois. Pourquoi? Je vais quand même vous montrer. C'est vachement bien ça. Que vous allez comprendre. Click text, c'est bon. Désolé, j'ai fait une erreur. C'est les joies du live. Hop. Donc c'est mon click text. J'enregistre. Je push. Je push un petit hotfix comme on dit. Les joies du live. Je recharge ma page. Et cette fois, en fait, si je clique un petit peu, hop, en temps réel. Est-ce que c'est pushé? C'est pushé. Hop. Et bien ici, mon bouton, mon libellé, il n'apparaît toujours pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais normalement, il devrait y avoir le libellé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, je peux toujours regarder dans... Quand c'est comme ça, du coup, qu'est-ce que je fais moi en général? Une petite prévisualisation. Bon, sinon, vous avez compris le principe, hein, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Hop, quand je clique sur mon bouton, ici, il me met bien le bouton gratuit. Et il est censé... Hop, ben voilà, mon libellé, il est bien là pourtant. Ah, voilà, ça mettait juste un petit peu de temps. Vous voyez, même le temps réel n'est pas tout à fait temps réel. Hop. Donc, j'ai bien ici mon libellé inscription gratuite ou donc inscription payante qui apparaîtrait. Donc, vous voyez que ça vous permet de suivre plus précisément tout ce qui se passe sur votre site. Il me reste à vous montrer une chose. Voilà, ça apparaît, c'est un petit peu long, c'est l'analytics. Donc, vous voyez qu'ici, on va pouvoir voir le nombre de boutons entre premium et gratuit. Il me reste à vous montrer une dernière chose pour qu'en fait, on ait les conversions et surtout dans l'acquisition, qu'on arrive à voir le nombre d'inscriptions et donc notre chiffre d'affaires, qui est dans administration. En fait, dans administration, alors je passe rapidement sur ce concept aussi, je ne suis pas rentré dans les détails. Le compte dans Google Analytics, c'est ce qui vous permet, c'est en fait votre entreprise, c'est ce qui vous permet de manager les users, etc. La propriété, c'est vraiment tout votre site, c'est en gros votre domaine, comment vous allez suivre tout ce que vous allez suivre, la propriété et comment derrière est configuré votre domaine. Et les vues, c'est vraiment en fait les clusters de données, vous pouvez filtrer, mettre des objectifs, c'est un peu remodifier les données si vous voulez derrière. On conseille en général d'ailleurs de créer des vues. Mais ici, en fait, c'est simplement pour créer un objectif d'ailleurs dans notre site. Je vais créer un objectif qui en fait s'appelle, parce que c'est ça, c'est à partir de ce moment-là que la puissance de Google Analytics va se faire, c'est qu'en fait, je vais créer, alors on peut utiliser un modèle qui s'appelle créer un compte. Voilà. Donc, créer un compte, je peux le renommer, je vais mettre inscription, que ce soit plus clair.
En fait, vous allez retrouver que là, ce n'est pas une destination, mais c'est notre fameux événement. Vous vous souvenez, on a configuré non pas une page vue, mais un événement. Donc, je vais dire qu'en fait, mon objectif inscription se fait quand il y a un événement. Et cet événement, vous retrouvez en fait ce qu'on avait mis, c'est-à-dire catégorie, action, libellé, valeur. Vous vous souvenez qu'on a un libellé et une valeur dynamique. Donc, en fait, je veux dire quand la catégorie est égale à bouton et quand l'action est égale à inscription, ce qui suffirait. Et en plus, vous pouvez garder ici, sélectionner la valeur de l'événement, parce que du coup, comme on a envoyé une valeur pour nos 7,99, ça va calculer automatiquement votre chiffre d'affaires dans Google Analytics. Ici, j'enregistre. Voilà, j'ai bien mon inscription. Alors ici, c'est normal qu'il y ait 0, parce que comme je vous l'ai dit, ça prend toujours 24 heures pour processer les données. Néanmoins, si je vais dans les objectifs, vous allez voir que en fait, je vais avoir une nouvelle vue qui s'est créée, qui est très intéressante, qui est enfin le nombre d'objectifs réalisés, les valeurs de l'objectif. Donc cette fois, j'ai enfin mon petit chiffre avec des dollars. Je peux d'ailleurs le mettre en euros, hein. Il est en dollars pour la configuration par défaut. Des taux de conversion qui vont vous permettre en fait de mesurer ce qui se passe sur votre site. Et surtout, chose très intéressante dans l'acquisition, vous allez maintenant voir, alors je serai à 0, c'est pas très drôle, mais vous allez voir canal par canal, en fait, le taux de conversion et la valeur, donc le chiffre d'affaires par canal de votre objectif. Donc, avec cette petite configuration que je viens de vous montrer, ça vous permettrait de voir d'ici quelques jours précisément quel canal rapporte combien en chiffre d'affaires et quels sont les canaux et les sources de trafic qui convertissent le mieux. Voilà pour l'introduction. Je pense que c'était un peu long, non? En tout cas, on a vu les bases. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses en plus que vous pourriez voir. Vous comprenez bien l'intérêt, c'est qu'après, on pourrait intégrer un Facebook Pixel, par exemple, en quelques minutes seulement, et toujours, du coup, sans avoir de développeur qui retouche à votre site web. Je ne suis pas rentré, pour ceux qui connaissent, on peut en parler, dans ce qu'on a les méandres du data layer, qui permettent en fait d'envoyer des données dynamiques. Exemple, le rôle de votre utilisateur ou bien l'âge de votre utilisateur à Google Analytics. Et en fait, à Google Tag Manager et derrière de le redispatcher à n'importe quel tag. Donc voilà, c'était une introduction à Google Analytics et à Google Tag Manager. J'espère que vous avez compris la puissance. Je vais arrêter le partage d'écran d'ailleurs. Hop, voilà. J'espère que vous avez compris la puissance de Google Tag Manager et la puissance de Google Analytics, que en fait, vous pouvez avoir des données beaucoup plus précises et donc prendre des décisions plus rapides et plus pertinentes pour votre business. Et surtout que grâce à Google Tag Manager, ça vous permet de laisser vos développeurs tranquilles pour qu'ils travaillent sur des choses qui ont vraiment de l'impact et vous d'aller plus loin dans les outils de mesure. Tout ça pour avoir des bonnes métriques pour votre site web et prendre des bonnes décisions. Voilà, et je rends la parole à Rémi du coup. Merci à tous. Merci Jules, c'était très très clair et très concret. On ne peut pas plus concret en meurt. C'était nickel. J'espère qu'on n'a pas perdu trop. Non, bah, ça va. Non, on a perdu 5, 6. Non, ça va parce qu'il y a des allers-retours. Alors, c'est pas trop. On fait gagner des 45, on est 39, ça va. Bon, non, c'est plutôt concret. Juste parce que c'était passé au milieu, il y avait une demande sur est-ce qu'il faudrait le faire pour les apps. Est-ce que c'est tellement différent pour des apps? Oui, pour les apps, c'est très différent. Pourquoi? Parce que Google Analytics n'est pas un outil fait pour les applications, même si depuis quelques semaines seulement, Google Analytics et Firebase, donc la suite marketing mobile de Google, ont un peu fusionné. Ce n'est pas le même principe, même s'il existe des gestionnaires de balises et que Tag Manager peut être utilisé comment dire, peut être utilisé pour des apps mobiles. Maintenant, il y a d'autres systèmes un petit peu plus performants. Je pense par exemple à Segment, pour ceux qui connaissent, segment.com, et un gestionnaire de balises très très performant mais très cher. Ça coûte un bras, Segment. Voilà, c'est ça. Geoffrey, tu connais les outils. C'est gentil. Voilà. En fait, le système est le même, c'est-à-dire le principe de gestionnaire de balises, de mettre, d'avoir une installation globale pour gérer toutes ces balises. Oui, ça fonctionne en mobile. Oui, Google Tag Manager peut faire le taf. Maintenant, le principe même de l'analytics et le principe même des trackers sur mobile est différent. Parce qu'en fait, vous ne traquez pas des visiteurs, déjà, vous traquez des users actifs. Les événements sont un petit peu différents.
Donc, on va dire que le principe est le même, mais la mise en œuvre est un peu différente. Mais comme maintenant, effectivement, il y a FIR qui est connecté à Google Analytics, ce serait intéressant de voir ce que ça pourrait permettre. Ouais. Mais Firebase est un super outil. C'est l'équivalent, s'il y en a qui font du mobile ou que ça intéresse, il faut vous renseigner sur Firebase Analytics, qui en gros, c'est aussi Google. C'est une suite extrêmement complète, qui est très bien faite et qui est faite pour du mobile. Donc voilà. Le mobile est différent, mais a les mêmes principes de base. Merci pour la réponse. En tout cas, oui, tu disais à un moment aussi, c'est bien, ça libère les devs pour utiliser tous ces outils-là soi-même, ça libère les devs pour faire d'autres choses qui ont plus de valeur. Alors en vrai, ça a beaucoup de valeur de faire ça. Par contre, ça a aussi plus de valeur si vous le faites vous-même, parce que du coup, après, quand vous allez analyser les données, vous saurez d'où elles viennent, vous saurez les qualifier, vous saurez ce qu'elles veulent dire. Quand on le fait faire par d'autres et qu'après on regarde les données sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière, souvent on prend le risque d'interpréter les choses complètement travioles. Donc, c'est aussi intéressant quand même de connaître les bases et d'essayer de comprendre quoi traque quoi et qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont les règles. C'est quoi une session, c'est quoi un taux de rebond. Après, ça se creuse au fur et à mesure. Et plus vous utilisez l'outil, plus après vous apprenez aussi toutes les finesses et tous les paramètres plus poussés parce que vous faites mais est-ce qu'on peut faire ça? Je tape sur Google. Pour faire ça, il faut utiliser tel paramètre. Et comme ça, vous devenez expert à force de l'utiliser. Merci pour cette première présentation qui donne déjà les premières bases pour commencer à se lancer dans ce jeu-là d'apprentissage continu. Pour passer ensuite de la théorie très pratique à la pratique pratique, je propose du coup à Guillaume de prendre le relais, mais alors sous la direction de Jules, parce que on aime bien l'esclave. On a des questions. On a quelques questions à poser qu'on n'a pas du tout préparées. Après, s'il y a d'autres questions, s'il y a des questions d'ailleurs, on prend des questions libres. Hein. Mais on avait déjà une question qui était du coup combien de temps ça a pris d'installer et de gérer tous les trackers, parce que ça peut sembler long. Et combien de trackers il y a au final, une idée du volume de temps que ça prend ou que ça fait gagner chez Atolia. Alors, je peux commencer par présenter Atolia. Hein, ouais. Oui, alors je vais me présenter rapidement. Du coup, je suis Guillaume Nominé, l'un des cofondateurs d'Atolia. Donc, on fait un espace de travail pour les équipes et pour leur permettre de simplifier surtout la collaboration quand elles sont à distance comme aujourd'hui. Mais avec la particularité qu'on est un acteur européen, donc on mise énormément sur la confidentialité et la sécurité des données. Et on fournit cette application principalement à des PME et des ETI qui travaillent dans des domaines sensibles, type comptabilité, juridique, finance, assurance. Et aujourd'hui, on est une équipe d'une dizaine de personnes basées à Strasbourg. Et donc, effectivement, il y a à peu près un an, on a commencé ce gros chantier de commencer à mieux maîtriser notre data parce qu'au final, toutes les réponses aux questions que peuvent se poser les dirigeants d'une entreprise, souvent, elles sont dans ces données-là. Donc, on a entamé ce gros chantier avec l'aide de Jules notamment. Et donc, je vais rebondir sur la première question qu'il y avait, Jules. Donc, tu me demandais combien de temps on a pris à installer tous ces trackers. Combien est-ce qu'on en a exactement? Alors, c'est un travail de fond qui s'est fait sur plusieurs semaines parce qu'on n'a pas juste installé les différents trackers qu'on a pu voir ce soir, mais on a vraiment refait tout notre funnel d'onboarding en changeant des fois des étapes aussi à l'inscription. Un exemple très concret, avant, au moment de l'inscription, on demandait d'abord des informations sur l'entreprise, puis ensuite sur l'utilisateur seulement. Et au final, on se rend compte qu'en inversant juste ces deux étapes, eh ben, on peut collecter d'abord une adresse email qu'on peut ensuite retraiter dans des outils d'email automation. Donc, on a fait plein de modifications de ce type-là aussi, et donc ça a pris beaucoup de temps. Et au niveau des trackers en eux-mêmes, donc on a tout passé par Google Tag Manager pour justement ne pas trop solliciter l'équipe technique qui est déjà bien occupée à travailler sur le produit. Et donc on les a installés avec Google Tag Manager et uniquement donc sur notre site web parce qu'on voulait absolument pas de tracker dans l'outil en lui-même, on le voulait juste sur le site de présentation. Et là, on en a aujourd'hui à peu près une dizaine. Donc, on a des trackers qui vont permettre de mesurer les conversions en termes d'inscription. Donc là, ça va être des trackers Analytics principalement, donc Google Analytics, Capterra, Advisor, le pixel Facebook aussi et le pixel LinkedIn pour mesurer du coup les inscriptions suite aux publicités payantes qu'on fait sur ces différents réseaux. Donc ça fait déjà 4-5 trackers. Puis après, on en a un pour Sendinblue.
Donc là, ça nous permet automatiquement, quand les personnes inscrivent des emails sur le site de présentation, de les pousser vers Sendinblue et de faire ensuite des funnels d'email automation pour, par exemple, relancer des inscriptions pas terminées, etc. On en a un aussi qui concerne le live chat CRISP. Donc là, quand les personnes ont des questions sur l'application, ils peuvent nous les poser directement via ce support en ligne. Et c'est là justement que le data layer, dont on n'a pas trop parlé encore pour l'instant, s'avère super utile parce qu'en fait, on peut redispatcher des informations d'un outil à l'autre et les faire remonter pour unifier les choses. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et après, Google Optimize aussi, qu'on a intégré plus récemment pour là faire de l'A/B testing sur des boutons, sur des textes, pour voir qu'est-ce qui réagit le mieux au niveau des utilisateurs et qu'est-ce qui permet de mieux convertir. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a intégré sur plusieurs semaines, et le gros avantage, comme l'a dit Jules, c'est que du coup on était totalement indépendant de l'équipe tech. On peut tout faire de nous-mêmes sans avoir à mettre les mains dans le code. Donc ça c'est un gros plus, ouais. Et on a une question de Johan qui dit vous gérez comment la partie A/B test pour améliorer les métriques de conversion? Il y a un outil il a dû poser la question juste avant que j'en parle. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, c'est avec Google Optimize, où là, on teste différents CPA sur des boutons, on teste différents textes, différentes images. Des fois, c'est même des couleurs. Par exemple, on a vu que quand on mettait des références clients en couleur, ça convertissait plus que quand elles étaient en noir et blanc, voilà, par exemple. Et donc, tout ça, c'est avec Google Optimize qu'on peut l'apprendre. Pour rebondir, Google Optimize, justement, s'intègre nativement dans Google Tag Manager. Alors, c'est un petit peu complexe si je rentre dans les détails pour la partie anti-sentiment, mais ça s'intègre bien, et surtout, en fait, Google Optimize se connecte forcément aux conversions Google Analytics. Donc, si vous avez fait vos conversions Google Analytics comme je vous l'ai montré, en fait, elles sont automatiquement récupérées dans Google Optimize, et donc Google Optimize fait vos A/B tests pour savoir ce qui convertit vraiment le mieux. Alors, du coup, est-ce que tu as des exemples de métriques, Guillaume, de choses que ça t'a permis de suivre, que vous ne suiviez pas avant, ou quels sont les exemples de données que vous suivez maintenant? Oui, alors du coup, ça permet, globalement, ça permet de suivre toute l'acquisition et l'activation sur l'application. Donc, en détaillant un petit peu, c'est principalement sur l'acquisition de l'origine du trafic, pour mieux savoir d'où viennent les visiteurs sur le site, donc que ça soit organique, que ça soit des ads, des réseaux sociaux, des sites référents, des blogs, etc. Donc là, ça permet de mieux catégoriser tout ça. Et puis après, je pense la métrique qu'on a aujourd'hui la plus importante, c'est vraiment le nombre de conversions et le taux de conversion. Donc entre le moment où les personnes arrivent en visiteur sur le site et vont s'inscrire, ça c'est une métrique qui est très importante, qu'on peut suivre du coup avec Google Analytics. Et ensuite, alors là, si on va plus sur des canaux payants, ça nous permet aussi de voir quel est le coût de conversion et ensuite le coût d'acquisition d'un client. Ça, c'est aussi des choses qui sont essentielles à mesurer. Donc là, ça permet ensuite de savoir sur quels canaux est-ce qu'on va miser le plus et peut-être ceux qu'il faudrait réduire, voire supprimer. Mais là aussi, en fait, ça nous est arrivé dans notre cas, c'est qu'on si on fait une analyse, on va dire, assez basique et simple de la chose, on peut se dire, ah bah tiens, cette campagne-là, elle coûte pas beaucoup en termes de conversion, elle marche bien, elle sort souvent, tiens, ça doit être une bonne campagne. Alors qu'en fait, si on creuse dans la data et qu'on regarde jusqu'au bout du funnel, si la personne est vraiment passée cliente et quel est son panier moyen, etc., on se rend compte qu'au final, c'était une très mauvaise intuition au début et que la campagne où on pensait qu'elle marchait le mieux, en fait, c'est une campagne qui est juste pas rentable et il vaut mieux la désactiver. Donc, c'est pour ça que toutes ces métriques-là, elles sont hyper importantes. Je rebondis, c'est le fait de tout ce qui est valeur de conversion aussi. Parce que c'est bien de savoir qu'il y a des conversions, quand bien même on arrive à compter les conversions. Mais sur la plupart des sites, dans la plupart des business, toutes les conversions ne se valent pas. Donc, il faut avoir, il y a différents produits, différentes valeurs. Et donc, certains canaux peuvent apporter assez peu de conversions, mais par exemple, des clients qui dépenseront beaucoup plus en panier moyen que d'autres. Donc, ça vous permet de suivre ça, d'avoir une analyse fine. Oui, puis après, ça permet aussi bien sûr, d'analyser les pages les plus consultées, lesquelles vont marcher le mieux en termes de référencement. Et pour certains, alors il y a des outils effectivement comme Hotjar, mais nous on a décidé de ne pas l'intégrer parce que vraiment on trouvait que ça rentrait trop dans la vie privée des utilisateurs.
On l'a vu au début, mais on l'a enlevé par la suite. Ça permet même de savoir comment réagissent les gens sur les pages du site, là où elles vont aller cliquer. Ça fait vraiment en fait une vidéo de l'écran de la personne. Et ça permet de réaliser ce qui pourrait être amélioré sur le site, comment mieux le structurer peut-être. Mais ça, par contre, dans notre cas, on a décidé de ne pas l'intégrer. Mais ça peut donner des informations très utiles. Ça fait une très bonne transition à la question suivante, qui était justement dans votre cas, en plus, la privacy et la gestion des données utilisateurs est très importante. Comment vous faites et qu'est-ce que ça vous a permis d'avoir un outil comme Google Tag Manager? Alors du coup, déjà la principale chose qu'on a fait, c'est segmenter totalement, même au niveau applicatif, le site de présentation, où on présente les fonctionnalités, la plus-value de l'outil, etc. Et l'outil en lui-même. Ça, c'est deux environnements qui sont strictement séparés. Et la partie tracking avec Google Tag Manager, etc., c'est juste sur la partie site de présentation. Donc ça a déjà permis de mieux respecter la confidentialité des données et leur sécurité, qui sont vraiment un point important pour nous. Par contre, après, il y a quand même deux données qui vont naviguer de bout en bout de la chaîne avec l'utilisateur. C'est principalement les UTM. Donc ça, c'est des choses qui sont remontées aussi dans Google Analytics notamment, et qui permettent de savoir d'où viennent les personnes, depuis quels canaux, voire même si elles viennent depuis un moteur de recherche comme Google, de savoir quel est le mot-clé qu'ils ont tapé. Donc ça, c'est quand même une donnée, c'est la seule. Enfin, cette donnée-là, plus le site référent, c'est deux choses qu'on fait suivre le long de l'utilisateur. Par contre, on ne le fait pas avec des applications tierces. Là, pour le coup, on a développé un système maison où on met les données du data layer Google dans des cookies. Et ensuite, ces cookies-là sont mis chez nous en BDD sur les équipes pour être traités après dans notre back-office ou dans le CRM. Ça permet à l'équipe sales de savoir quel était le besoin vraiment de l'utilisateur à la base, pourquoi est-ce qu'il est arrivé chez nous. Et ça, c'est la seule donnée qu'on traque jusqu'au bout du funnel. Et c'est quelque chose que, t'en parlais avant, les sites de e-commerce, par exemple, tout ça, ils peuvent le faire dans Google Analytics et peuvent voir quel est le panier moyen, qu'est-ce que ça va générer comme commande. Ça aussi, l'outil peut le calculer automatiquement, mais nous, dans notre cas, ça passe sur un outil maison pour mieux respecter cette vie privée. En effet, d'ailleurs, parce que c'est ce que Google Tag Manager permet d'intégrer des scripts, mais comme vous avez vu, vous pouvez intégrer des cookies ou en fait n'importe quel JavaScript. Donc, vous pouvez très bien développer un script en interne et vous pouvez très bien récupérer les données des outils, les données de Google Analytics et les données du data layer chez vous en interne et en faire ce que vous voulez. Google Tag Manager est agnostique en fait sur derrière les scripts qui sont utilisés. Donc ça, c'est vraiment très puissant parce que ça vous permet de communiquer, de faire communiquer les outils entre eux ou de récupérer des données sous quelque forme que ce soit. Et du coup, au final, qu'est-ce que vous avez appris grâce à Google Analytics et à Google Tag Manager? Comment ça vous a fait avancer dans le business? Plein de choses. Hein. Il y a déjà eu un gros pivot sur le modèle économique suite à l'analyse de cette data-là. Parce qu'en fait, on avait... pour revenir d'abord en amont, on avait des gros soucis de qualification en fait, des gens qui arrivaient sur notre site et des inscriptions. On avait beaucoup de particuliers et en fait, d'associations dans les stats qu'on avait calculés. Et c'est pas du tout nos cibles. Donc en fait, ça générait des problèmes après au moment de la conversion. Donc on dépensait énormément en budget ads qui au final ne servait à rien parce que ces gens-là, même s'ils s'inscrivaient, ils passaient pas clients ensuite. Donc en analysant cette donnée, on va dire à la deuxième ou troisième étape, on peut remonter la chaîne jusqu'à aller sur les canaux de publicité où là on rectifie le tir et on supprime totalement certaines campagnes. Après, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était plutôt logique parce qu'on faisait des publicités où on parlait d'outils gratuits, on parlait des fois juste de certaines fonctionnalités du produit. Alors qu'en fait, après, en arrivant, c'était pas exactement ce qu'avait compris la personne. Donc, ça générait des taux de conversion qui étaient très bas à cause de ça. Ça permettait vraiment de le mettre en valeur. Après, là où ça nous a beaucoup aidé, c'est de le mettre en corrélation avec les données qu'on a tout à la fin quand les personnes passent clientes. Le fait d'avoir les paniers moyens et de savoir en amont d'où étaient venues les personnes, là aussi, ça permet de mieux segmenter après. Et aussi, le point important, c'est que ça permet de dresser des meilleurs personas
par exemple, dans notre cas, on s'est rendu compte que des gens qui arrivaient depuis un outil comme Quant, ils étaient beaucoup plus susceptibles de passer client chez nous que des personnes qui arrivaient depuis Google ou d'autres outils. Et donc, comme ça, on peut dresser des personas pour ensuite mieux cibler en amont vers qui on fait de la publicité, sur quel blog et médias on se diffuse. En effet, c'est la partie que je vous ai montrée avec en fait calculer canal par canal le chiffre d'affaires, les taux de conversion, etc. Et donc vous pouvez le faire après à grande échelle. Chez Atolia, c'est un petit peu plus compliqué la mise en œuvre parce qu'il y a plein d'étapes et il y a plusieurs sites, mais en vrai, c'est fait avec Google Tag Manager à 100%. Donc voilà, comme quoi c'est possible. Et ben, je crois qu'il n'y a pas trop d'autres questions. Donc je ne sais pas si Rémi, tu veux conclure, si vous avez des questions. En tout cas, je ne sais pas si la foule a. N'hésitez pas à alimenter le flot de questions pour Guillaume et Jules. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous allez ce soir ouvrir votre compte Google Tag Manager? Il le faut à tout prix. C'est vraiment primordial. Parce qu'en plus, après, chez nous, on a eu une autre étape qui a chamboulé pas mal de choses, c'est le début du confinement. On a eu des énormes pics d'inscription. On faisait au moins x10 par rapport à ce qu'on faisait d'habitude. Et si on n'avait pas eu ces outils avant en place, on n'aurait jamais pu réagir aussi vite sur certaines campagnes et certaines actions de communication qu'on a fait. Donc, c'est vraiment c'est primordial d'être prêt en amont au moment où une éventuelle traction externe comme ça peut arriver. Il faut être prêt très vite à analyser la data et corriger les tirs quand il faut. Alors, on a une question. On a AR qui dit où est-ce qu'on trouve des gens qui aiment et maîtrisent ce genre de sport? Alors, il y a des freelances qui font ça. Sinon, il y a des développeurs aussi qui ont un peu une fibre marketing parce que là, on était sur des choses plutôt basiques. Hein. Tout ce qu'on a vu, en fait, un développeur qui lit la doc, les docs en fait, de Google Tag Manager peuvent le faire. Donc, il faut qu'ils aient peut-être une fibre un peu marketing, mais c'est faisable par pas mal de développeurs. Pour aller plus loin, après, des grosses hackers en freelance ou bien des agences web marketing maîtriseront généralement ce genre de sujet. On peut toujours filer des contacts si jamais par mail. Clément qui dit super présentation, merci Clément. David, vous ferez un meet-up sur Google Optimize aussi, ça pourrait être intéressant. En effet, ce serait la suite logique. Après, Google Optimize est un truc vraiment poussé, je trouve. Le principe de Google Optimize, c'est que ça demande beaucoup de trafic et beaucoup de temps, en fait. Donc, je suis pas sûr que sous le format Meetup, ce soit pertinent, mais en tout cas sur le principe de l'A/B test. Et puis si d'autres gens ont déjà mis en place des A/B tests, mais clairement sur du temps réel et de la démo comme ça, c'est pas très actionnable en fait. Ça demande déjà d'avoir beaucoup de trafic, des sites avec plusieurs milliers de visites, minimum plusieurs milliers de visites par semaine. Donc pourquoi pas. Je sais pas ce que tu en penses, Guillaume. En tout cas, vous avez Google Optimize, il me semble, installé. Oui, justement, tout au début, quand on l'avait mis, c'était pas forcément pertinent parce qu'il faut des gros volumes pour faire des statistiques qui soient justes. Comme tu l'as dit, il faut au moins, je pense, 10 000 visites par semaine pour pouvoir dégager une statistique qui a du sens. Ouais, c'est aussi mon avis sur Optimize. Après, Optimize, en plus, est quand même complexe à intégrer entre Tag Manager et Analytics, mais il s'intègre bien, mais ça demande un peu de configuration plus avancée, donc ce serait déjà un gros level. On attendra déjà d'avoir des retours, en tout cas savoir si ça vous a plu, si c'était trop avancé ou pas, si au contraire on peut pousser ou si c'est déjà assez en niveau, si on en restera là. Voilà. Sinon, je crois qu'on a fait le tour, il n'y a plus de questions. Pour l'instant, non. Après, de toute façon, si ce type de meet-up, n'hésitez pas après à répondre, notamment dans l'événement Facebook, à donner un peu vos feedbacks. Mais si ce genre de meet-up concret qui rentre un peu plus dans l'action, où on voit les choses se faire en mode démo et où on est sur des sujets marketing et des outils marketing qui vont servir après dans le long terme vous intéresse, on peut encore aller effectivement sur de l'A/B test, on peut aller sur montrer les Facebook Ads, montrer les Google Ads, montrer comment utiliser LinkedIn. Enfin, il y a plein d'outils et plein de choses qu'on peut faire encore, notamment marketing digital, qui sont assez pertinents. Donc, donnez-nous des commentaires et on pourra effectivement faire d'autres dans ce sens-là. Rémi, c'est vrai qu'on avait eu plusieurs idées de meet-up aussi. On peut peut-être remettre les idées parce qu'il y avait aussi tout ce qui était Facebook Ad et Facebook Pixel. On n'a pas eu l'occasion de rentrer là dans le détail alors que ça s'intercalerait bien.
ou même faites du Google Ads aussi, si on a que ça intéresse. On avait aussi les sujets SEO, pourquoi pas, qui sont aussi à mi-chemin entre de la tech et du marketing. Et puis sinon, rentrer un peu plus dans les méandres de Google Analytics, pourquoi pas. La version expert, ouais, à fond. Donc voilà, en tout cas, dites-nous, là c'était un peu aborder Google Tag Manager, vous simplifier la vie, rentrer dans des choses concrètes et actionnables, mais il y en a d'autres, donc voilà. Attendez-nous sur ces sujets, on arrive. En tout cas, merci beaucoup Jules, merci beaucoup Guillaume pour le retour d'expérience, pour le témoignage, pour l'explication, c'est vraiment très très clair. Je pense que demain, on aura plein de sites qui sortent de Strasbourg et qui seront un peu mieux maîtrisés en termes de métriques et donc plus facilement optimisables. Donc, c'est vraiment cool. Et effectivement, j'ai du mal avec mes écrans. De toute façon, on se retrouve encore tous. Alors, je n'ai pas encore de date pour un futur meet-up, mais peut-être qu'on en organisera encore en juin, si tout va bien. Peut-être pas encore en présentiel, parce que je pense que tout ne va pas encore assez bien, mais on verra. On vous tiendra au jus, donc n'hésitez pas à suivre. Pardon ? Si ça marche bien, les webinaires, au final, on s'en sort. Ouais. Bon, c'est pour le côté chaleur humaine à la fin. Il n'y a pas plus de monde en ligne, nous dit Geoffrey. Et puis on a fait des meet-ups. Les derniers meet-ups avant le confinement, on était à plus d'une centaine dans la salle. Hein. On a quand même des événements qui. J'ai dû rater celui-là. Pourtant, j'en ai fait quelques-uns. Mais tu en as loupé quelques-uns, je confirme. Je te vois. Non, mais c'est. En tout cas, voilà, on vous prépare encore d'autres programmes. N'hésitez pas à faire vos demandes sur la chaîne French Strasbourg, par email, par tout ce que vous voulez. Et puis, donc, on vous tient au courant pour la suite. Et puis, suivez les podcasts, suivez un peu tout ce qui se fait. Et merci à tous. Et du coup, alors, je ne sais pas si vous voulez faire un after en mode Jitsi. Pour ceux qui veulent après chatter, parce que c'est vrai que la tradition dans les meet-ups, c'est qu'on se retrouve ensuite autour d'un apéro. Là, c'est un peu ni fait ni à faire parce que du coup, on est tous chez nous. Mais il suffit juste d'aller cliquer sur le lien que je vais vous mettre en commentaire tout de suite et qui s'appelle apéro. Hop. Et si je lance en même temps, ça va tout pourrir. Mais voilà, je vous le mets dans le chat. Vous pouvez y aller. C'est un lien Jitsi. Et du coup, pour ceux qui veulent un peu débriefer entre eux, qui veulent en profiter pour faire connaissance, qui ont des questions à poser directement à Jules et à Guillaume, mais moins en public, vous pouvez y aller et c'est cool. Et merci à tous et à très bientôt pour le prochain. Merci Jules, merci Guillaume, bravo. Et là, c'est le moment où je fais les applaudissements pour tout le monde. On vous aime. Encore. Ouais. Wouh. Et ciao à tous. Hein. Je ne vous ai pas dit bonjour tous nominativement, mais c'est vrai que ça se fait parce qu'on était en mode Radio Château aussi. Alors on fait bonjour Catherine, bonjour Cyril, bonjour David, bonjour Emeline, bonjour Guillaume, bonjour Jessica, bonjour Jules, bonjour Kevin, bonjour Laure. Ouais, je l'ai fait un peu à Jean-Marol Brochard. En tout cas, à très bientôt à tous et on vous veut tous présents à la prochaine. Hein. C'est parti.